Puisque vous parlez de données, il y a un chiffre assez hallucinant qu'ont compilé les services de renseignement américains, britanniques et d'autres pays occidentaux. On nous dit qu'au mois de mai, l'armée russe a perdu chaque jour entre 1000 et 1200 soldats. Alors quand on dit perdu, attention, ça veut dire soit mort, soit blessé. Mais c'est quand même conséquent, ça les empêche donc de combattre. Ça représente donc entre 31 000 et 37 000 soldats sur l'ensemble du mois. Les Britanniques considèrent que ça a été le plus sanglant des mois, justement, depuis ces 27 mois de guerre en Ukraine. Et c'est énorme. Oui, c'est le mois le plus sanglant, notamment parce que les Russes ont essayé de percer à beaucoup d'endroits. Je crois que le deuxième mois le plus sanglant, c'était au printemps 2023, quand les Russes sont un peu sur leur lancée de la conquête de ceux qui leur restaient de Barmout. Donc, eux sont des actions offensives qui visent souvent à tester la défense ukrainienne en face, mais ils le font en sacrifiant dans des quantités totalement déraisonnables des hommes dans des assauts qui sont insensés. Ensuite, quand vous mettez ces données en regard avec d'autres enquêtes, celles par exemple, alors les chiffres du ministère des Armées français, c'est 500 000 morts et blessés, majorité de blessés évidemment. On s'est longtemps dit, depuis 2 ans qu'a commencé cette guerre, il y a un moment où les Russes ne seront pas en capacité de suppléer à des pertes aussi massives. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que pour l'instant, les Russes arrivent à combler l'essentiel de leurs pertes, y compris par des recrutements de kontratniki, c'est-à-dire des volontaires, et le taux de recrutement est bien au-deçà de ce qu'estimaient beaucoup d'études qui disaient qu'au bout d'1 an de guerre, les Russes n'arriveraient plus à attirer des gens, y compris en augmentant les primes pour les recrutements. Cela dit, quand on voit par exemple que les Russes commencent à avoir des problèmes, et j'en finis là, par exemple, dans ce qu'on appelle les républiques ethniques, comme celle de Touva, où il y avait des stratégies d'ascension sociale, où les gens vont se faire recruter dans l'armée parce que c'est une des seules manières de réussir dans la vie, quelque part, eh bien, dans ces régions-là, il commence à y avoir des problèmes de recrutement. Donc, il y a un moment où les Russes, peut-être, devront y aller un petit peu plus à l'économie sur leurs assauts. Problème de recrutement, en effet, mais on arrive quand même à fournir la machine. Mais pas suffisamment, parce que, rappelez-vous bien de ce chiffre, on a dit à l'instant, entre 31 000 et 37 000 soldats perdus chaque mois, alors que la Russie, elle continue d'en recruter 25 à 30 000 par mois. Donc il y a un delta. On en perd plus qu'on en gagne dans l'armée. Ça, c'est un vrai problème tactique, général. Oui, c'est un vrai problème qui correspond en fait à l'opportunité que la Russie essaye d'exploiter aujourd'hui de la faiblesse ukrainienne. Il faut la voir de l'autre côté. Le recrutement n'a pas encore atteint les bons chiffres. La défense a mis du temps à se mettre en place. Et donc les Russes essayent de forcer la machine avec la méthode habituelle, c'est-à-dire beaucoup d'obus et beaucoup de soldats qu'ils envoient. Du coup, ça provoque un certain nombre de pertes. Donc là, qu'est-ce qu'il faut s'attendre ? C'est que ces pertes colossales, actuellement et dans les semaines qui viennent, ne permettent plus à la Russie vraiment d'exploiter son avantage. Et là, les Ukrainiens gagneront cette bataille, qui est de pouvoir se mettre en position défensive sérieusement, de pouvoir infliger beaucoup de pertes à l'armée russe et d'attendre d'avoir la capacité de se relancer éventuellement, je dis bien éventuellement, je n'ai pas les données, sur une offensive. Donc on est vraiment à un moment de bascule important. Je crois que le fait que les Britanniques et les Américains publient ces chiffres est aussi pour compenser le fait que depuis quelques semaines, on ne parlait que des avancées russes. Certes, qui grattaient le terrain, mais qui avançaient quand même. Et donc de montrer que cette tactique ne fonctionne pas sur le long terme, parce qu'ils n'arriveront pas à combler ces pertes sur le long terme. Oui, justement, effectivement, la Russie, elle grignote un petit peu de territoire, en effet, mais il y a ces pertes qui sont colossales. C'est dire, justement, le peu d'importance qu'on accorde à la vie des soldats du côté russe. Mais la vie humaine ne signifie rien pour Poutine et son équipe, c'est clair, on le répète toujours. Mais il y a deux choses importantes dans cette histoire, parce que je pense que le recrutement, c'est un point faible pour le moment pour M. Poutine. Tout d'abord, il doit toujours, exagérer ses succès sur le front. C'est pourquoi il fait imaginer pour des Russes que Bakhmout, c'est un type de Stalingrad, ou Vovchansk, c'est un type de Stalingrad. Deuxième chose, c'est que vous savez que la Russie a élaboré un mécanisme, un outil à recruter des gens. Tous les soupçonnés dans les crimes, petits crimes, maintenant sont proposés d'aller à la guerre au lieu de l'enquête criminelle. Oui, on abandonne les charges. Ça veut dire qu'on a fermé déjà beaucoup de prisons en Russie parce qu'il n'y a pas de prisonniers.
Et maintenant, on attend l'augmentation de quantité des affaires falsifiées parce que pour la police qui ont déjà utilisé ça avant la guerre, il fait soupçonner quelqu'un en quelque chose et après il propose le contrat aller à la guerre et ça fonctionne toujours. Mais un autre côté de cette histoire, que les Russes continuent à réprimer cette guerre dans leur quotient comme ça n'existait pas. Parfois il y a des incendies, par exemple cette semaine en Russie il y avait un incendie où dans la même rue il y avait la fête d'engagement militaire et le funérailles de l'autre côté de la rue. Et les gens se disputaient entre eux parce que un groupe, elle était en deuil et l'autre groupe était en fête. Et ils se bagarraient entre eux et prêtre a dit, vous fêtez... votre fête signifie rien parce que votre militaire va faire le même chemin que le nôtre. Imaginez cette situation. Mais les gens continuent à ignorer. Charmant. Aline Lebecq-Reimer. D'ajouter quand même qu'en matière de stratégie de ressources humaines, c'est pas exactement la même gestion du côté ukrainien. Les Ukrainiens font tout ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, dans les conditions tragiques qui sont celles de l'Ukraine en ce moment, pour protéger la vie, toutes les vies, la vie des soldats. Donc ça n'a rien à voir comme approche en fait de ce côté russe. On l'a déjà dit sur ce plateau depuis 2 ans et demi. C'est une boucherie. La vie ne compte pas. La vie de soldats ne compte pas. On les a appelés le soldat à usage unique, le hachoir à viande. Enfin, il y a des termes d'une violence inouïe pour dire ce qui est en train de se passer en Russie en ce moment. C'est-à-dire un pays abreuvé de propagande aussi, qui vit dans un mensonge et une large partie de la population adhère aussi à cette espèce de suicide de collectif aussi, qui rappelle par ailleurs le traitement de l'armée humain historique qui est très connu de la Russie pour ne pas faire que peu de cas de la vie des gens. Donc là, on est vraiment dans une espèce de caricature funeste de ce que peut produire de pire la Russie. Justement, et je vais aller, j'allais dire, sciemment à votre rencontre, mais est-ce que justement on ne peut pas imaginer du côté ukrainien que ces chiffres ne soient pas vraiment de nature à rassurer? Parce qu'en effet, on grignote un peu de terrain, mais on est prêt à y mettre des dizaines et des dizaines de milliers de soldats, avec parfois des morts par milliers là aussi. Donc ça veut dire qu'on est vraiment prêt à avancer coûte que coûte, et que donc la Russie ne lâchera rien, notamment dans cette région de... Et que donc l'Ukraine a besoin de défense anti-aérienne, a besoin de livraison d'armes, a besoin de missiles à longue portée. Et ça, l'Ukraine le sait parfaitement, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut l'aider. L'Ukraine a aussi besoin de mobiliser. Et l'Ukraine est dans la difficulté aujourd'hui sur la mobilisation. Il faut le rappeler quand même. Mais d'annoncer que ces chiffres russes et que donc d'une certaine façon l'objectif à atteindre par l'Ukraine est atteignable est important. Les soldats ne vont pas se battre comme beaucoup de gens le disent, je ne veux pas aller mourir dans le Donbass. La question n'est pas de mourir dans le Donbass, la question est de gagner dans le Donbass. Et donc c'est si vous voulez dans l'attitude psychologique de montrer que les Russes avec leurs méthodes perdent beaucoup de gens et que l'Ukraine est capable de tenir, incite à pouvoir mobiliser les gens, parce qu'il y a un problème de mobilisation en Ukraine, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et aujourd'hui, il faut faire un effort là-dedans, et il faut convaincre la population ukrainienne qu'un effort est nécessaire. Les soldats qui étaient au front ne suffisent plus, il faut en envoyer d'autres, et il faut bien sûr plus d'armement, plus de munitions, mais pour mettre plus d'armement, il faut plus de soldats. Vous voyez, il faut que les deux se tiennent. Ce qui est vraiment très étonnant, je trouve, Aurélien Duchesne, c'est la dichotomie entre ces deux sujets qu'on vient d'évoquer. D'un côté, la Crimée, on parle plutôt d'armes, de choses qui se font, j'allais presque dire, presque sans soldats. Et de l'autre côté, effectivement, une boucherie plus au nord. La différence est vraiment très étonnante. Elle est amenée à s'approfondir parce que d'aucuns estiment que l'armée russe de demain, c'est une armée qui, alors, avant l'invasion de l'Ukraine, c'était sans doute le ratio entre le tonne d'acier et kilo de chair humaine qui était le plus élevé au monde, une armée extrêmement mécanisée et surarmée, ne serait-ce que au niveau des équipements individuels. L'armée russe de demain, c'est une armée avec des effectifs qui seront plus pléthoriques, mais qui sera aussi plus légère, d'une part parce que c'est devenu une armée, alors en ce moment c'est plus vraiment une armée de manœuvre, on est dans une guerre de tranchées avec des progrès qui sont assez incrémentaux, mais l'armée russe de demain, ce seront des
des effectifs beaucoup plus massifs. Et d'ailleurs, on voit que là où le Kremlin prépare l'après, c'est que certes, il va y avoir d'inévitables tensions sur les recrutements. Je parlais de l'exemple de ces républiques ethniques où on commence à avoir des problèmes de recrutement. Mais quand on regarde la manière dont le Kremlin mise de plus en plus sur la Yunarmia, c'est l'armée de la jeunesse, 800 000 à 1 million de membres, eh bien le ministère de la Défense renforce l'aspect militariste de cette Yunarmia. Pourquoi ? Parce qu'il prépare déjà l'armée de demain, y compris contre nous. Ouais. Et c'est un détail important. Piotr Tolstoï, c'est un propagandiste russe, a initié cette semaine la loi qui s'appelle le droit de fœtus à vivre. Ça veut dire il veut interdire des avortements parce que la mortalité est grande et la natalité se basse, mais il pense déjà de la prochaine génération pour faire des militaires futurs. Ils volent des enfants ukrainiens.